Bonjour à tous. Donc je suis Véronique Bariel, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Singe et homme, une histoire de couleurs. Alors, avant de commencer à parler de couleurs, je vais parler de singes, et plus précisément de primates, de manière à montrer, mais ça c'est quelque chose que si vous avez suivi les conférences précédentes, vous avez déjà vu. La nature, en fait, présente un grand nombre, une grande variation de couleurs à plusieurs niveaux. Et ici, au sein de quelques primates que j'ai sélectionnés, on a une très grande variabilité de couleurs, aussi bien au niveau de la pilosité des poils, de la couleur des poils, que de la couleur de la peau, lorsque l'on a des zones qui sont dénudées, enfin sans poils, hein, où la pilosité est quasiment absente. Ça peut être localisé aussi bien sur la face que sur les organes génitaux. J'aime beaucoup le vervette avec ses testicules bleus et son pénis rouge, par exemple. Au niveau des queues, au niveau donc de la face, des organes sexuels, parfois une variation de couleur tout du long du pelage. Et par exemple ici également en bas, vous avez un couple de gibbons à main blanche. Donc c'est le couple. Et un des individus est totalement noir au niveau des poils, tandis que l'autre présente une coloration beaucoup plus claire au niveau des poils. Alors, ça, c'est ce qu'on va voir au sein des primates. Je vais avoir besoin de certains éléments qui font que je vais vous parler maintenant un peu plus précisément des primates pendant quelques minutes. Euh, il faut savoir que ce terme a été proposé pour la première fois par un naturaliste, Carl von Linné, dans la 10e édition du Systema Naturae, publiée en 1758. Et pour la première fois, en proposant ce terme de primate qui signifiait les hauts dignitaires du règne animal, hein, les primats, il a inclus l'homme dans le même groupe, et c'est vraiment la première fois que ça se produisait, dans le même groupe que d'autres animaux. Pour lui, chez les primates, il y a donc le genre Homo, l'homme, pour lequel il y avait aussi l'orang-outan qui était placé, les simias, enfin le simia, avec donc les singes, hein, plusieurs singes, le lémur, dont le lémur kata, et les chauves-souris. Euh, Vespertilio ici correspond à nos chiroptères, les chauves-souris. Et ces chauves-souris, elles partagent des caractéristiques communes avec les autres singes, les primates en fait, hein, même si maintenant elles ne font plus partie des primates. Donc cette classification où l'homme, pour la première fois, était placé dans le règne animal, a suscité de nombreuses controverses, hein. Ça a été considéré comme une atteinte à la dignité humaine, et donc ça n'a pas été consensuel et ça a soulevé beaucoup de débats dont lequel on ne parlera pas. Si on regarde maintenant ce qui se passe plus tard, au niveau, il n'y aura pas beaucoup d'arbres de relations de parenté, mais j'ai besoin quand même de quelques-uns. Notamment, là, je vous ai représenté la phylogénie des primates actuels, hein, je n'ai pas tenu compte des fossiles, uniquement avec les grands groupes de primates qu'on distingue actuellement. Donc là, vous avez un arbre de relations de parenté, une origine commune, hein, chacun des nœuds représente un ancêtre commun hypothétique. Donc ici, vous avez un ancêtre commun à l'ensemble des primates actuels. Ensuite, il y a un certain nombre de groupes qui vont se différencier. Donc là, je parlerai assez peu des lémuriformes et des loriciformes, pas du tout des tarsiformes non plus, mais je vais faire un focus sur ce qu'on appellerait les simiformes avec les platyrrhiniens, ce qui correspond en fait aux singes d'Amérique du Sud, hein, aux singes du Nouveau Monde, et les catharrhiniens avec les cercopithécoïdes et les hominoïdes. Et plus précisément, je vais m'intéresser aux primates hominoïdes, même si je ferai parfois des références aux cercopithécoïdes et aux platyrrhiniens. Alors, au niveau des hominoïdes,
En fait, les hominoïdes, c'est les grands singes, ce qu'on appelle classiquement les grands singes, qui sont caractérisés, le caractère le plus visible, même simplement avoir un grand singe se promener devant vous, c'est l'absence de queue externe. Il n'y a pas, les vertèbres caudales en fait sont réduites et forment chez l'homme ce qu'on appelle le coccyx. Et donc tous ces grands singes ne présentent pas de queue, mais un coccyx. Il y a une réduction des vertèbres caudales. Au sein des hominoïdes, on distingue les gibbons et les siamangs, plutôt en Asie, les orang-outans, pour lesquels on distingue actuellement 3 espèces d'orang-outans, dont deux principales qui sont à Sumatra et à Bornéo. L'homme, donc qui occupe maintenant la planète, évidemment. Les chimpanzés et les bonobos, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, qui sont en Afrique, comme les espèces de gorilles, pour lesquelles on distingue les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest. Au niveau des relations de parenté, maintenant il y a clairement un consensus qui fait que le plus proche parent de l'homme dans la nature actuelle, c'est le groupe qui comporte les chimpanzés et les bonobos. Chimpanzés et bonobos sont plus apparentés à l'homme qu'ils ne le sont aux gorilles. Et donc il y a un groupe hommes, chimpanzés, bonobos qui partagent des caractéristiques particulières, dont le groupe frère et celui des gorilles. C'est quelque chose qui est enseigné maintenant dès le collège. Je vais vous montrer ici. Donc ce qui est important sur ces arbres, c'est les nœuds. Là, je vous ai mis un nœud en bleu. C'est vraiment le fait qu'ils ont un ancêtre commun et qui n'est pas l'ancêtre des autres. Donc ici, c'est une figure qui est extraite de Pour la science d'octobre 2003, où vous avez effectivement la phylogénie des primates simplement à partir des platyrrhiniens. On n'a pas tenu compte des lémuriformes, loriciformes, tarsiformes, etc. Et puis avec un focus donc sur les catharéniens. Tout ça, c'est une affaire de nez. Rhinien, c'est le rhinarium. Et ici, sur cet arbre, vous avez les dates de divergence qui sont indiquées. Alors, 40 millions d'années, 25 millions d'années, 19, 16. Là, la séparation homme-chimpanzé-gorille est placée à 9 millions d'années. Alors maintenant, le consensus serait plutôt autour de 9 à 12 millions d'années. Et une séparation homme-chimpanzé qui est placée à 6 millions d'années. À l'heure actuelle, ce serait plutôt 7-8 millions d'années, mais je ne rentrerai pas dans ces débats aujourd'hui. Et vous avez la même figure qui a été reprise, mais cette fois-ci, c'est une phylogénie qui va replacer les grands caractères de primates et de chacun des groupes. Donc on a ici alors ce sont des innovations évolutives qui sont indiquées par les flèches, la présence de narines rapprochées. Ensuite, chez les hominoïdes, comme je vous le disais, la queue qui est remplacée par un coccyx. Un caractère qui est partagé par l'homme, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orang-outans, ce serait d'avoir un sinus frontal. C'est vrai, enfin, c'est un sinus frontal qui est présent et un plissement accru du cortex cérébral. Un caractère propre aux gorilles, à l'homme et aux chimpanzés bonobos, ce serait des remaniements chromosomiques. Et enfin, un caractère qui serait partagé par l'homme et les chimpanzés, ça devient de plus en plus difficile en fait, de trouver des éléments consensuels et ce qui est indiqué dans la majorité des cas, ce sont des remaniements à l'échelle moléculaire. Parce que finalement, à l'observation morphologique, dès qu'on est dans ce groupe, c'est très difficile de trouver un caractère anatomique simple, ou même un peu plus compliqué pour les spécialistes, qui permettent d'identifier sans problème les relations de parenté et de dire ça c'est propre à l'homme et au chimpanzé à ce niveau-là.
J'irai pas plus loin. Alors, dans l'ouvrage de l'origine des espèces de Darwin, ouvrage majeur, il n'est pas du tout fait allusion à l'évolution de l'homme. Et c'est vraiment sciemment que Darwin a décidé de ne pas parler de l'homme dans cet ouvrage, puisque dès 1857, il écrivait dans un courrier à un de ses confrères: vous demandez si je vais discuter de l'homme. Je pense que je vais éviter complètement ce sujet, car il est tellement imprégné de préjugés. J'admets cependant sans réserve qu'il s'agit du problème le plus élevé et le plus intéressant pour le naturaliste. Et il faut donc attendre 1871 pour que Darwin formalise tout ce qui est spécifique, enfin tout ce qui va tourner autour de l'homme et de ses origines dans son ouvrage La descendance de l'homme. Je ne vais pas parler plus de ça, il y a simplement 2 points qui sont essentiels, vraiment majeurs, qui vont me servir pour la suite. C'est la relation étroite entre l'homme, les chimpanzés, les gorilles, qui est mise en avant dans l'ouvrage, et l'origine africaine. Donc il y a une origine africaine de l'homme. Par ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase, il dit que si l'homme n'avait pas été son propre classificateur, il n'aurait pas songé à fonder un ordre séparé pour lui-même, pour sa propre réception. Donc, dans la suite de mon exposé, vous devez retenir absolument que nos plus proches parents sont bien les chimpanzés et les bonobos, qui forment un groupe. Donc les chimpanzés, on distingue actuellement 4 sous-espèces, mais ça ne va pas être très utile pour la suite de l'exposé. Et pour le bonobo, Pampaniscus, c'est une espèce qui a été découverte très tard au XXe siècle, dans les années 1930, et qui présente des particularités aussi bien au niveau du comportement sexuel, mais pas seulement, très, très intéressantes. Il a été découvert tardivement parce qu'en fait, vous voyez la localisation ici en rouge, c'est vraiment une zone très réduite au sud du fleuve Congo, dans la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et pas facile, un milieu forestier très, très difficile, indépendamment en plus des contraintes politiques et autres. Alors, maintenant je vais aborder plutôt la couleur, notamment avec ces 2 images où on peut voir une grande variabilité de couleurs de peau, et de couleur de poils également, aussi bien chez les chimpanzés, bonobos et également un gorille, enfin quelques gorilles, et l'équivalent chez l'homme, avec ici une représentation des palettes qui sont très souvent utilisées, vous avez dû les voir, surtout pour le maquillage, qui sont représentés, qui sont utilisés par des grandes treuses comme L'Oréal et autres, pour permettre d'avoir un maquillage qui soit adapté à la couleur de la peau, le phototype, etc. etc. Donc je reparlerai de ces phototypes, pardon. Et puis, je vais entrer un petit peu dans les éléments moléculaires, génétiques, liés à ces colorations, pilosité et couleur de peau, chez les primates et chez l'homme. Alors l'approche moléculaire, on va rester assez simple. Donc vous savez que les organismes sont composés de tissus qui eux-mêmes sont composés d'organes. Et ce qui va m'intéresser, c'est la cellule. Dans la cellule, il y a un noyau avec des chromosomes qui sont porteurs de l'information génétique, notamment par leur séquence en ADN. Donc on a un ADN qui est contenu dans le noyau de la cellule, qui est l'ADN nucléaire, et on a également, ce qui n'est pas représenté sur le schéma, un ADN qui est contenu dans les mitochondries, qui sont des éléments libres dans le cytoplasme de la cellule, et qui ont un ADN qui leur est propre, de plus petite taille, on reviendra sur la taille des génomes, mais de plus petite taille, et qui lui est transmis quasiment uniquement par la mère, ce qui peut avoir son intérêt. Alors au niveau des méthodes moléculaires, pour avoir une idée globale de ce qui se fait actuellement, lorsque les premiers travaux sur l'ADN ont été publiés dans les années, on va même dire 60,
on s'intéressait énormément aux karyotypes, c'est-à-dire à la distribution des chromosomes, à leur forme, à la disposition des gènes, et on étudiait les remaniements chromosomiques. C'est une méthode assez, chez les primates, qui montrait finalement qu'il y avait assez peu de différence entre l'homme et les grands singes. Et en plus, il y avait des remaniements chromosomiques, par exemple, qui étaient présents, partagés par l'homme et le chimpanzé, d'autres partagés par l'homme et le gorille, et d'autres partagés par le chimpanzé et le gorille. Donc finalement, le schéma qui en ressortait de cette étude des karyotypes des chromosomes n'était pas très clair. Un peu plus tard, enfin en parallèle même, je dirais, les travaux, vous en avez entendu parler, puisqu'on parle très souvent, le chimpanzé et l'homme partagent 98,5%, 98,6% d'identité génétique. Hein. Donc ça, c'est un résultat qui est issu de techniques d'hybridation d'ADN-ADN et qui consiste à comparer globalement les génomes dans leur totalité. Je ne parlerai pas de l'aspect technique, on sépare simplement les brins et on les laisse se réassocier à température basse. Et en fonction du nombre de réassociations, on va avoir un nombre de chromosomes, de génomes qui vont s'associer de manière particulière. Mais la comparaison globale montre cette identité génétique homme-chimpanzé d'environ 98-99%. C'est un résultat qui est très grossier. Hein, on partage 70, je vous montrerai tout à l'heure un animal avec qui on partage le poisson zèbre. On partage 70% d'identité génétique avec le poisson zèbre. Donc voilà. Et dans les années 70, on a commencé à pouvoir s'intéresser à l'ADN et aux protéines directes, enfin aux protéines d'abord, puis à l'ADN ensuite, et à comparer des séquences d'individus différents, les unes en dessous des autres. On les mettait en une et on observait les mutations qu'il y avait, les différences, les mutations entre ces séquences d'ADN. Donc généralement c'était ponctuel, c'est-à-dire qu'on choisissait un gène par exemple, et puis on allait un peu plus loin, mais on avait un gène, un individu. Et maintenant on en est plutôt dans les catégories génome entier, où on compare les génomes dans leur globalité entre gènes et fonctions. Alors c'est très précis, mais c'est très coûteux, c'est long, et même si ça coûte de moins en moins cher. Et ce qu'on va étudier, on ne peut pas étudier l'ensemble de l'ADN, donc on étudie simplement les pressions de sélection qui s'opèrent de manière générale. À l'heure actuelle, on dispose de quasiment, enfin de tous les génomes nucléaires complets, évidemment de l'homme, qui ont été séquencés dès les années 2000, celui du chimpanzé juste après, l'orang-outan, le gorille et le bonobo, qui a été le dernier en 2015. En parallèle de ces génomes actuels, on a, vous en avez certainement entendu parler, séquencé le génome complet de Néandertal et de l'homme de Denisova, Denisovien. Ce qui fait que chez Homo sapiens, l'ADN, c'est environ 3,5 milliards de nucléotides, hein, ATCG, vous n'avez pas pu y échapper. Et entre deux individus pris au hasard, il peut y avoir jusqu'à 3 millions de différences, hein, ce qui représente 0,1% entre deux individus pris au hasard. Et on distingue environ 25 000 gènes, 20-25 000 gènes. Lorsqu'on a commencé à avoir ces génomes et à pouvoir les comparer ensemble, on s'est aperçu qu'il était illusoire de vouloir comparer 3 milliards comme ça de gènes, enfin 3 milliards de nucléotides et les gènes associés. Donc on compare des grands gènes, des fonctions. On sait qu'il y a des gènes qui interviennent dans telle fonction. Et en fait, à partir du moment où les comparaisons étaient entreprises, l'objectif était finalement d'essayer de voir qu'est-ce qui faisait que l'homme est homme par rapport aux grands singes, alors aux autres grands singes. Je dirais que moi, ce qui m'intéressait presque plus, c'était qu'est-ce qui faisait que le chimpanzé et le bonobo étaient bonobo et chimpanzé plutôt que ça. Mais bon. Donc, c'est les fonctions et développements cérébraux, tous les gènes liés aux gènes de fonctionnement, développement du cerveau, les gènes de l'audition, de l'olfaction, de la vision, tous les gènes impliqués dans l'immunité, dans le développement musculaire, etc. Enfin, il y a des grandes fonctions qui ont été exploitées comme ça. Et dans certains cas, on obtient des pressions de sélection qui sont soit positives, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le gène a présenté une adaptation favorable
au cours de l'évolution, tandis que dans certains cas, lorsque la pression est négative, la pression de sélection, le gène a été laissé presque de côté, quoi. Excusez-moi. Alors, les premiers travaux ont porté sur le cerveau, le développement cérébral, sur l'audition et sur l'olfaction, et sur la vision dont je vais parler. On s'est aperçu globalement, par exemple, que tous les gènes qui étaient impliqués dans le développement du langage et de l'audition ont une pression de sélection positive chez l'homme. Donc il y aurait, puisqu'il y a des gènes qui sont associés au langage, et que, évidemment, la compréhension du langage parlé avait entraîné une mise au point de l'acuité auditive et donc un lien avec les gènes liés à l'audition. L'olfaction, par contre, chez l'homme, ce n'était pas un sens prédominant pour la survie de l'homme, et donc il a été délaissé par rapport à d'autres sens. Sur la vision des couleurs. Alors, chez les primates, les premiers travaux importants datent des années 2000-2004, et on s'est aperçu qu'il y avait une grosse différence entre la pression de sélection chez les primates hominoïdes, donc les grands singes, les cercopithécoïdes, qui sont les plus proches parents des hominoïdes, et étonnamment chez un platyrinien, un singe d'Amérique du Sud, un seul, le singe hurleur, l'alouata. Chez les primates, la vision est trichromatique chez certains, dichromatique chez d'autres. C'est-à-dire que si on reprend là l'arbre que je vous ai présenté au départ, chez les mammifères, la vision est majoritairement, on en reparlera, mais majoritairement dichromatique, vision de couleurs, alors que chez les primates, certains primates présentent une vision dichromatique, mais les hominoïdes, les primates hominoïdes et les cercopithécoïdes ont une vision trichromatique. Donc l'ancêtre avait une vision bichromatique, mais certains ont une vision trichromatique. La vision trichromatique, c'est en fait c'est lié à la présence sur la rétine de deux types. Vous avez les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets qui servent plutôt à la visualisation du noir et blanc, de la luminosité, etc. Et les cônes qui, eux, sont associés à des pigments qu'on appelle les opsines. Il y a trois types de pigments, donc un pigment bleu, un pigment vert, un pigment rouge. Le pigment bleu est appelé le gène S est localisé sur le chromosome 7. Les gènes M et L, vert et rouge, eux, sont localisés sur le chromosome X, qui, donc, je vous rappelle, hein, une femme est XX et un mâle, enfin, XY. Le gène S est sensible au bleu, le M au vert et l'autre au rouge. Donc certains primates possèdent cette vision trichromatique et d'autres ont uniquement une vision dichromatique avec deux opsines simplement, bleu et jaune. C'est-à-dire que le bleu, c'est toujours celui qui est codé par le chromosome 7, S, par le gène S localisé sur le chromosome 7, tandis que le jaune est codé par le gène ML, qui serait regroupé finalement et qui serait, lui, porté par le chromosome X. C'est-à-dire que si je prends un platyrinien, un lémurien ou un loris ou le limurcata ici, sa vision serait plutôt de ce type-là, deux couleurs, hein, jaune et bleu, tandis qu'avec une vision trichromatique, effectivement, la gamme observable est beaucoup plus élevée. Au niveau des gènes, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on a déduit maintenant, c'est que le gène ancestral des pigments chez les primates et chez les mammifères, c'était un seul gène qui était présent sur le chromosome X et qui s'est dupliqué. C'est-à-dire il y a eu une copie et il s'est reporté deux fois, toujours sur le chromosome X, avec un déplacement du gène sur le chromosome 7, un des deux gènes, pour donner le gène 7S bleu, et ensuite celui qui restait sur le chromosome X a muté, s'est dupliqué lui-même
donc a donné 2 autres chromosomes sur le chromosome X, le gène M et le gène L. Et si on regarde ce qui se passe chez les primates à ce moment-là, on a bien, donc ici vous avez l'homme, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les gibbons. En dessous, les cercopithèques et là, les platyrrhiniens. La vision trichromatique est donc propre aux, aux hominoïdes et aux cercopithécoïdes. Et étonnamment, donc, à ce singe hurleur, l'alouatta, qui lui aussi présente cette vision trichromatique, alors que tous les autres singes d'Amérique du Sud ont quasiment une vision dichromatique. Il y a quelques études qui ont montré par la suite qu'en fait, chez certaines femelles, il pouvait y avoir des modifications, parce que ce gène étant porté par le chromosome X, il peut y avoir, en fonction de la dominance de certains, les femelles qui présentent une vision trichromatique. Et étonnamment, il y a, donc ça, cette analyse date de 2004, les travaux se sont poursuivis, et actuellement, on a augmenté le nombre de primates testés et on s'est aperçu qu'il y avait d'autres exceptions. Et notamment, il y a Laotus, que j'ai mis ici avec une petite astérix, qui lui a finalement une vision qui est monochromatique. Alors c'est un singe nocturne, hein, donc il a d'autres aspects qui sont développés, notamment sur les détections de lumière, mais au niveau de la vision des couleurs, il n'y a plus qu'un seul gène qui est actif. Donc chez l'homme, il y a bien, comme chez les autres hominoïdes, une vision trichromatique avec 3 pigments. C'est pas un record non plus, hein. Monochromatique, c'est ce qu'on retrouve classiquement chez les mammifères marins, cétacés, etc. Dichromatisme, c'est la plupart des mammifères. La vision trichromatique, donc c'est la plupart des primates, mais également les marsupiaux et certains insectes. Le tétrachromatisme, donc 4 pigments, c'est la plupart des reptiles, des oiseaux, amphibiens, insectes. On peut aller chez certains jusqu'à le pentachromatisme et même voir 12 photopigments chez un crustacé, la mante de mer. Donc voilà. Donc j'ai pas d'exemple par contre de la vision de la mante de mer à vous proposer, mais 12, voilà. On peut supposer que c'est quand même pas mal. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la pilosité, de la couleur de la peau. Sur la pilosité, ce qui est intéressant, c'est, ici vous avez le nombre de poils par centimètre carré de peau pour un certain nombre de primates, hein, donc on cite toujours les hominoïdes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, l'homme a des poils beaucoup plus fins que les autres grands singes, mais que la proportion par centimètre carré sur certaines zones est pas beaucoup moindre, hein. Elle est même parfois, ici finalement l'homme a plus de poils sur le vertex, c'est le sommet du crâne, hein, que certains. En fait, on s'aperçoit très vite qu'il y a de nombreuses combinaisons au niveau des poils, sur la localisation des poils, leur densité, évidemment, leur longueur, l'orientation, la direction que les poils prennent sur la peau, la coloration. Enfin, finalement, ça devient, voilà, c'est pas juste avoir des poils ou pas en avoir, ça devient très vite plus complexe. Sur la couleur de la peau, c'est vrai que la couleur de la peau chez les mammifères, comme on vous l'a dit si vous avez écouté les conférences précédentes, c'est la présence de mélanine, de carotène et d'hémoglobine qui va jouer sur la coloration de la peau. En l'occurrence, au niveau de la mélanine, c'est donc un pigment qui est synthétisé par les mélanosomes dans des cellules productrices qu'on appelle les mélanocytes et qui vont ensuite migrer dans les cellules superficielles de l'épiderme qu'on appelle les kératinocytes. Donc ça se passe au niveau épidermique, on va dire. Et les mélanines, il y a 2 types de mélanines, 2 types principaux. Donc ça veut dire qu'il y en a des annexes, mais ça c'est les principaux qui vont intervenir à la couleur de la peau, des cheveux, des yeux même, qui sont le mélanine qui a un pigment brun noir et la phéomélanine qui est plutôt rouge orangé. Et là, vous avez 2 coupes de l'épiderme, d'une peau foncée, pigmentée, très pigmentée, et d'une peau claire, moins pigmentée.
Et quand on compare ces deux coupes, on s'aperçoit que le nombre de mélanocytes est identique entre les deux. Il n'y a pas de différence. Ce qui est différent, c'est la différence d'activité des mélanocytes et la richesse en mélanine qui va être produite. Donc elle est bien plus grande. La mélanine produite, ce sont tous les grains noirs que vous voyez sur ces images. Et si on va dans le détail, on s'aperçoit également que c'est surtout le rapport entre le mélanine, le pigment foncé, par rapport à la phéomélanine, qui est beaucoup plus élevé. Donc c'est vraiment cette répartition. À quoi ça sert? Le rôle de la mélanine, en fait, dans la couche superficielle de luminaire, c'est un rôle photoprotecteur contre les ultraviolets, notamment les UVB, qui va induire si on laisse la peau exposée, un vieillissement de la peau, une désintégration des folates, des cancers de la peau, ce qui fait que très vite ça a été étudié dans une perspective de recherche médicale ou aussi de recherche, je ne veux pas dire esthétique, mais de grandes fabriques de maquillage et autres. On verra par la suite. Donc plus la peau est foncée, mieux elle est protégée contre l'action des ultraviolets. Et là, vous avez ces schémas classiques qu'on peut retrouver, des gradients par rapport aux ultraviolets de protection. Donc plus on est foncé, mieux on est protégé. Vous avez les 6 phototypes qui sont à peu près représentés ici, chacun étant évidemment oui, il y a des phototypes à l'intérieur de chacun, ce qui fait qu'on peut distinguer jusqu'à une cinquantaine de phototypes différents. Alors, ça va protéger, la mélanine va donc protéger du rayonnement ultraviolet, mais ça a un effet négatif sur la synthèse de la vitamine D. La vitamine D est la seule vitamine quasiment à pouvoir être produite par l'organisme naturellement sous l'action des ultraviolets. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme et pas seulement pour le métabolisme osseux et musculaire, mais donc il y a effectivement un intérêt majeur dans la minéralisation osseuse, également sur le métabolisme phosphocalcique, puis sur certains éléments qui sont la réduction du type de cancer, la tonicité musculaire, le renforcement du système immunitaire, le système cardiovasculaire, l'activité hormonale. En fait, c'est très... Alors, je ne sais pas si ça va s'éteindre dans 35 secondes, 30 secondes. Voilà, on verra. Enfin, donc, il faut à la fois que... Donc, ça va protéger du soleil, mais plus vous allez être protégé du soleil, plus il sera difficile de synthétiser de la vitamine D. Donc, il faut contrebalancer cet effet négatif. Ce qu'on sait, c'est que la vitamine D, elle provient majoritairement de la synthèse directe à partir de dérivés du cholestérol, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Les peaux claires ont une synthèse, peuvent synthétiser de manière importante la vitamine D. Et il faut quelque chose de quasiment 3 à 10 fois, j'ai mis 5, mais ça peut aller jusqu'à 10 fois plus de temps d'exposition pour synthétiser la même quantité de vitamine D. Cette vitamine D, on sait qu'elle est produite par l'exposition aux ultraviolets et dans une faible mesure, elle est apportée dans l'alimentation. Donc l'apport en vitamine D, l'alimentation, c'est 20% maximum, 80% étant apporté directement par le soleil. Donc ce sont le jaune d'œuf, les poissons gras, les champignons, un certain nombre d'éléments de cette manière-là. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe dans la lignée humaine, donc la lignée humaine, je ne vais pas détailler du tout ce qui se passe, je vais passer d'ailleurs les suivants, parce que pour des tas de raisons, d'abord le temps qui me reste, en plus ces relations de parenté au sein de la lignée humaine ne sont pas du tout consensuelles. Et ce n'est pas l'objectif de ce que je vais traiter aujourd'hui. C'est un article qui date de 2019.
Le titre résume tout. Homo, une famille de plus en plus compliquée. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je vais revenir à l'ancêtre commun homme-chimpanzé. Donc l'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés, c'était certainement un individu qui avait une taille d'environ 1 mètre, 1,10 m peut-être, avec une peau claire, recouverte de poils sombres. Si vous regardez des chimpanzés, hein, et quand la peau sous les poils, on va dire, dans ce cas-là, on s'aperçoit que la peau est très claire. La peau n'est pas sombre du tout. Chez les cathariniens, donc les cercopithécoïdes et les hominoïdes, la peau est quasiment claire chez tous. Il n'y a que le gorille qui a une peau pigmentée, très foncée en dessous des poils, mais tous les autres ont une peau très claire. Et on le voit très bien ici, hein, que ce soit sur la face ou même sur les membres antérieurs, etc. Donc, étant donné qu'ils ont tous une peau claire, avec des poils abondants, c'est ce qu'on appelle le phototype constitutif de l'espèce. Donc c'était certainement la nature de l'ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé. Les travaux sur la couleur de la peau, les premiers ont été menés, c'est des données qui ne se fossilisent pas évidemment, donc on a été voir du côté de la génétique qu'est-ce qu'elle pouvait amener. Et il y a un certain nombre de gènes qui interviennent, dont le premier qui a été étudié sur le poisson zèbre, c'est le SLC24A5. Donc, où on a étudié cette séquence chez les formes sauvages et les formes dorées de poissons zèbres. Et on s'est aperçu que la seule différence entre ces deux poissons au niveau génétique, c'était une mutation, c'est-à-dire un remplacement d'un nucléotide par un autre. Donc là, vous avez un petit peu de la séquence, où ici, c'est la même chose, sauf ici, où on trouve une cytosine et une adénine qui a été remplacée. Mais ça induit un coton-stop, puis le fait qu'il y ait 40% simplement du gène qui peut s'exprimer, et une différence de coloration où vous voyez que les rayures sont très discrètes. Chez l'homme, il a son équivalent. Et sur ce schéma, d'ailleurs, vous voyez les acides aminés comparés. Donc ici, ce sont l'homme, le chimpanzé, le rat, la souris, la vache, etc., le chien. Et là, ici, vous avez quatre poissons. Et donc, il a été étudié chez l'humain, puisqu'il y a une origine commune à tous ces animaux, et le gène est très peu différencié. Sauf qu'il y a chez l'homme 2 allèles, un où il y a une guanine et l'autre où il y a une adénine. C'est la seule différence. Et dans un cas, la peau est fortement pigmentée ou très peu pigmentée. Il se trouve que quand vous avez une guanine, c'est l'allèle ancestral qui montre qu'il y a une pigmentation élevée. Alors que l'allèle muté, avec une adénine à la place de la guanine, c'est un allèle qui est associé à une faible pigmentation. Chez l'homme, on s'est aperçu que l'allèle ancestral était présent dans 93 à 100% des populations africaines, ce gène peau foncée, et que l'allèle muté était présent à 99-100%, donc allèle peau claire, chez les populations européennes. Donc là, je suis dans les populations actuelles. Les populations, mais les études se sont poursuivies et les populations américano-africaines ont montré 3 génotypes différents, c'est-à-dire 3 manières d'associer, puisque les chromosomes sont par paire et qu'il y a donc un allèle sur chacun des chromosomes. Et qu'on pouvait avoir la combinaison AA, la combinaison AG et la combinaison GG. Et dans ce cas-là, si on regarde les index de mélanine, la quantité de mélanine produite, on s'aperçoit que il existe déjà des variations au sein de populations américano-africaines. La même chose a été faite un peu plus tard sur 53 populations pour ce gène, avec la fréquence des allèles ancestrales en bleu, hein, donc peau foncée, et mutés en jaune, qui ont une distribution plus haute. Voilà.
Et enfin, sur le gène MCR1, c'est un autre gène qui est actif, qui est localisé sur le chromosome 7. C'est un récepteur de mélanocortine. Les premières études ont été faites chez la souris, réalisées chez la souris. Et chez l'homme, notamment, ça contrôle la production et la qualité de la mélanine. Il y a plein d'allèles différents, mais il y en a deux qui sont non fonctionnels. Et lorsque vous avez deux allèles non fonctionnels, dans ce cas-là, vous avez une peau très claire et les cheveux roux. Hein. Donc c'est une particularité sur laquelle je reviendrai rapidement. Et il a été montré qu'il y avait un très faible polymorphisme de ce gène dans les populations africaines à peau sombre. Par contre, qu'il y avait une très grande variation chez les populations européennes. Et la pigmentation, on s'est aperçu très vite qu'en fait, c'était, je vous ai parlé de deux gènes, il y en a environ 200 qui interviennent dans la pigmentation de la peau. Donc il y a de très nombreuses études qui sont faites maintenant à des niveaux population, sous-population, voire au sein de populations différentes et variées. Je vais juste vous montrer ces deux exemples. Un sur la pigmentation chez ici donc des populations réparties un petit peu partout, aussi bien dans le nord que dans le sud, et des variations comme ça, et qu'en fait on s'est aperçu que la pigmentation des Africains est beaucoup plus polygénique que celle des Eurasiens, et que la variation de couleur de certains groupes était peu expliquée par les gènes qu'on connaissait. Et là, je voudrais juste m'intéresser à ce qui est mis à côté. C'était la conclusion de l'article de 2017 de ces auteurs. C'est que l'architecture génétique de la pigmentation est extrêmement complexe. Elle varie au sein des populations humaines et est soumise à des pressions sélectives géographiques variées. En fait, on croyait avoir une réponse très vite. Et finalement, au fur et à mesure que les analyses se poursuivent, ici, vous avez une grosse étude en 2014 qui a été menée par L'Oréal pour chez la population d'Inde, hein, avec les différents phototypes qu'on peut retrouver en Inde, qui sont là aussi extrêmement variés, voire ici en Afrique, hein, des Botswana, ici donc le Botswana, jusqu'au Nilo-saharien éthiopien, où il y a des gradients dans tous les sens qui sont très difficiles à expliquer. Donc les facteurs de sélection, en réalité, si on les regarde, c'est que la répartition de la couleur de la peau humaine sur la Terre, ça c'est une carte qui a été établie en 1940. Je vous en montre une un petit peu plus précise qui a été faite un petit peu plus tard parce qu'il y a plus de détails au niveau de l'Australie et qui permettrait d'expliquer que donc on a une corrélation de la couleur de la peau en fonction de la latitude. Avec des facteurs de sélection extrêmement variés. Alors, pour terminer, je vais résumer sur cette image un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'homme. C'est-à-dire que vous avez 7-8 millions d'années, l'ancêtre homme-chimpanzé, une peau claire, une pilosité abondante, des poils sombres. 3 millions d'années, il s'opère des changements climatiques qui font que le genre Homo va présenter une réduction de la pilosité, notamment en raison de la thermorégulation, de l'activité physique qui est présentée, à l'activité physique, et la peau va se pigmenter sous l'action du soleil. La peau va devenir sombre et nue en parallèle, et à partir de 2 millions d'années, donc, Homo va sortir, le genre Homo va sortir d'Afrique, puis vers 300 000 ans, Homo sapiens sortira d'Afrique, et à ce moment-là, on a une peau claire qui va être acquises par les hommes qui vont atteindre des latitudes de plus en plus hautes pour effectivement profiter de l'effet du soleil. Et donc ça, je passe. Je finirai juste avec Néandertal, qui a donc été étudié, hein, puisqu'on a son génome complet, et les résultats laissent à penser que les Néandertaliens, en fait, avaient différentes teintes de cheveux et de peau, un peu comme les humains actuels, parce qu'on a souvent dit que Néandertal avait la peau claire et était roux. En fait, c'est 1% des Néandertals qui auraient été comme ça, mais que la gamme était extrêmement variée. Et le dernier, c'est un génome presque complet d'un chasseur-cueilleur de Saint-Milan qui a été publié en 2014, dont voilà le portrait robot, hein, des yeux bleus,
une peau assez mate, que je pense que vous pouvez le rencontrer dans le salon sans difficulté. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie.